Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste, et avec Bonne Gueule, le média de mode masculine, nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France. Attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances. Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Bonjour, les vacances. J'avais besoin de recharger un peu la batterie, quoi. Parce que... Vous amenez le soleil? Vous avez le soleil. Ah, on est ici pour profiter de la nature. D'accord? Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non? Aujourd'hui, je suis au restaurant Pouliche avec l'une des chefs parisiennes les plus douées de sa génération, Amandine Chéniaud. Bonjour Amandine. Salut. Alors on t'a beaucoup suivi pendant le confinement car 6 mois après avoir inauguré ta propre adresse, tu t'es retrouvée à transformer ton restaurant en marché des producteurs, une démarche généreuse et reconnaissante en plus de cuisiner pour les soignants. Raison de plus pour parler de vacances bien méritées dans les Alpes. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable, passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignons. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, les vacances en France? Quelle culture des vacances on t'a transmise? Moi, historiquement, dans ma famille, en fait, l'été, on partait en France. C'est-à-dire que et c'était le moyen de redécouvrir les campagnes, les bords de Loire parfois, la Bourgogne et surtout les Alpes. C'était un rendez-vous tous les étés. On partait au moins une semaine dans les Alpes en famille. Et pendant longtemps, je m'en suis détachée et je suis plus partie dans les Alpes. Et là, c'est vrai que ces dernières années, j'y reviens. Qu'est-ce que ça t'apporte, la montagne ? Tu mets pause en fait, tu mets tout sur pause. C'est changer complètement son rapport au temps, reprendre, revoir ses priorités, tu vas flâner, le reconnecter avec la nature, couper un peu les emails et des téléphones. La mer ou ouais, la beaucoup campagne. plus. Et en même temps, t'es actif, tu vois, quand t'es à la montagne. C'est pas des vacances où tu passes une semaine les fesses sur une serviette. Et moi, j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de ce côté très actif, sportif. Alors si c'était pas la montagne, il faudrait que je trouve un truc où tu cavales comme ça toute la journée. Tu es très randonnée, j'imagine. Ouais. Qui dit montagne dit randonnée. Ouais. Petite, t'as été habituée à ça? On allait tous les ans, c'était ça. Mais c'était vraiment de la rando, Ouais. C'était des vacances. Comment s'articulaient tes vacances à la montagne un peu? On partait une semaine, c'était toujours une semaine. C'était toujours le rendez-vous. En fait, ma mère a 2 sœurs, donc c'était le rendez-vous des 2 sœurs qui venaient chacun avec leur ribambelle d'enfants. Donc c'était vraiment le rendez-vous familial, tu vois, avec plein de cousins et cousines. Et c'était, suivant les âges, évidemment, t'as des possibilités différentes, mais c'était toujours des bonnes grosses balades, quoi. On faisait, même quand quand on avait entre 10 et 15 ans, on faisait quand même déjà 20 bornes faciles par jour, tu vois. Et t'as gardé ce goût de la marche? Je l'ai perdu un moment parce que j'étais trop dans l'envie de quelque chose de beaucoup plus immédiat. Enfin, tu vois, j'avais pas la patience en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, quand d'y accéder, tu veux dire ouais, ou de voir le paysage qui se change. Enfin, je sais pas, t'as un truc assez méditatif en fait quand tu marches. Et ça t'apprend la patience et en même temps, il faut déjà être un petit peu dans ce lâcher prise avant d'arriver à vraiment apprécier, si tu veux. T'as un rapport au temps qui est différent. Tu vois, c'est pas comme au vélo où tout va vite, tu bouges extrêmement vite, les paysages changent, etc. La marche, c'est différent. T'as un rapport au temps qui est beaucoup plus pesé, beaucoup plus modéré. Ça contraste aussi, j'imagine, avec le tourbillon énormément du reste de l'année. Ouais. C'est quelque chose qui te fait redescendre. T'as vraiment besoin de ça aussi pour compenser ce rythme effréné là de chef. C'est quelque chose qui fait redescendre et en même temps, tu vois, les premiers jours, t'as quand même une frustration parce que t'es toujours dans cette dynamique d'aller plus vite, d'être dans l'efficace, d'être dans le timing, tu vois. Et il y a besoin de quelques jours, pour relâcher prise et pour réhabituer, pour se réhabituer à se poser un peu et à accepter que les heures passent, voilà. Quel est ton meilleur souvenir justement? T'as un été qui te revient en particulier à la montagne?
J'ai plein de souvenirs d'enfance où on allait jouer dans les torrents, tu vois, on construisait des barrages, tu bouges des pierres, tu te baignes, tu construis des ponts, enfin plein de choses comme ça. Et plus récemment, il y a 2 ans, je suis partie avec ma maman et on a fait le tour des Aiguilles Rouges. Et là, c'était vraiment une grosse déconnexion puisque c'était 10 jours de refuge en refuge. Donc avec à aucun moment on ne redescend dans la vallée, tu vois, où tu retrouves des commerces et quoi que ce soit. Là, c'était vraiment en pleine nature. Et c'était vraiment fabuleux. C'est toi qui avais dessiné l'itinéraire, c'est ça, en 24 heures. Moi, je suis la grande organisatrice des randonnées de la famille. et c'est vrai que ça... Comment tu montes ça, justement? Comment vous choisissez un peu chaque année votre itinéraire Ça dépend, écoute, c'est suivant les envies de chacun. Mais là, pour le coup, c'était... écoute, j'étais en train de déjeuner avec ma maman et on n'avait pas vraiment de projet. Moi, je partais à peine de Londres, donc tu vois, j'étais vraiment dans une phase de remise en question assez intense. Et on s'est trouvé on avait une dizaine de jours, on n'avait rien dans nos agendas. On s'est dit, bon, allez, hop. Moi, j'ai dit, tiens, on va faire ça. En 24 heures, j'avais acheté, tu vois, toutes les cartes qu'il fallait. Et puis, j'ai commencé à balayer tous les refuges qui étaient dans le coin. Et puis, en fait, en regardant les disponibilités de tous les refuges, j'ai réussi à faire un petit itinéraire comme ça sur 15 jours et c'était génial. Enfin, Qu'est-ce que t'en retiens de ce voyage-là? C'est le côté refuge, justement, très itinérant. C'est ça qui t'a vraiment sorti de ta zone de confort C'était cette coupure vraiment avec la civilisation, tu vois. Ça, c'était un bonheur. Depuis j'avais un téléphone évidemment, mais de pas avoir de wifi, de pas avoir de mail, tu vois, ça, c'était vraiment le bonheur d'être autosuffisant et d'être loin des villes. Tu me disais aussi les refuges, il y a un côté t'as rien à gérer, c'est-à-dire t'arrives le soir, il y a le dîner, on te donne ton petit pique-nique pour le lendemain. C'est des options, hein, évidemment, tu peux décider d'être beaucoup plus indépendant, mais là on avait vraiment fait le choix d'être vraiment tu vois, dans notre petite bulle. En fait, on arrivait, t'avais le dîner qui était prêt, tu dors dans les... Bon, évidemment, c'est des dortoirs, hein, le confort est quand même assez sommaire, mais donc voilà, ils te fournissent les couvertures, donc t'as pas à apporter un énorme sac de couchage ou une tente ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, après le petit déjeuner, tu pars avec ton pique-nique, donc tu vois, tu portes uniquement ce que t'as besoin pour la journée. Et évidemment, tes affaires, ton linge, tes chaussures, etc. Mais ça permet d'être vraiment le plus mobile possible et de pas avoir de charge en fait d'organisation. Et est-ce que ça change un peu le rapport à l'autre aussi, ce genre de vacances itinérantes et tu vois avec juste une personne ou deux et la nature? Est-ce qu'il y a un échange un peu différent que des vacances peut-être plus faciles comme tu dis c'est des moments où t'es quand même là, tu vois, on a fait 10 jours H24 ensemble. Qu'est-ce que t'en retiens? Mais en même temps, ce que j'aime quand tu marches, c'est que t'es pas obligé de parler en fait. C'est souvent des moments où au contraire, où t'écoutes le vent, où t'écoutes le quasi-silence, ou le silence parfois même complètement absolu. Et t'es pas dans des discussions forcées, quoi. Et en même temps, le soir, quand t'arrives au refuge, tu vois, tu prends le temps de te poser, t'as une ambiance très particulière parce que c'est uniquement des marcheurs qui sont là, donc on a cette chose qui nous unit, tu vois, d'avoir cavalé toute la journée, d'avoir la fatigue physique. Oui, tu sens qu'il y a une communion. Ouais, un complètement. Peu. C'est vrai. Donc tu parles des itinéraires, tu parles de je sais pas, de certaines plantes que t'as pu voir, ou de la faune, ou des conditions météo. Il y a une difficulté que t'as pu traverser sur ton parcours parce que je sais pas, il y avait de la neige, il y avait trop de vent, ou t'as pris un orage, ou des trucs comme ça. Et il y a une vraie solidarité, il y a une vraie entente, tu vois, entre toutes ces personnes qui s'arrêtent au refuge. Il y a une vraie solidarité. Cet été, alors, elle ressemble à quoi tes vacances à la montagne? Cet été, écoute, j'en reviens. Ouais. Et c'était une semaine à côté de Serre-Chevalier, donc à côté du Parc National des Écrins. Ouais. Là, on n'était pas tout le temps en refuge, on a fait juste une nuit, sachant que c'est toujours voilà, c'est des vacances en famille. Donc maintenant, il y a 3 générations. Et je regrette de ne pas être partie plus longtemps.
C'est toujours des vacances en famille ? Ouais. Multigénération ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette... C'est notre rendez-vous en fait. C'est vrai ? Ouais. C'est devenu notre rendez-vous. On est tous en avance dans nos vies. On est, voilà, nos parents. Enfin moi en tout cas j'ai conscience que mes parents vieillissent et même s'ils sont encore en super forme. Enfin ma mère elle a 75 ans mais elle cavale comme un chamois. Et autant le reste de l'année on est souvent très pris, enfin tu vois, on est très sollicité les chefs parisiens et je me dis c'est important de garder comme ça des moments, des parenthèses où tu prends le temps d'être avec les gens et de faire les choses de façon qualitative, tu vois. Qu'est-ce que tu recherches dans les vacances en fait ? Mais moi c'est ça, c'est reconnecter avec les gens que j'aime et que j'ai pas le temps de voir le reste du temps, quoi. Et la nature, toujours. Et la nature, j'ai l'impression. Ouais, et la nature, la force de la nature, c'est important. Ouais, tu me disais que t'aimais bien la nature quand sentir qu'elle est puissante, ouais. Ouais, c'est vrai. Et dans les Alpes, tu vois, typiquement, t'as ça, tu vois, quand t'es dans des vallons où t'as pas de traces de l'homme ou très peu, moi je trouve que ça t'ancre dans la terre. Enfin, t'as quelque chose de je sais pas, que tu ressens, enfin, dans les tripes, quoi. Tu me disais que une fois que la montagne que tu préférais pour les balades, notamment, c'est 2000 mètres d'altitude. Ouais. Davantage parce que t'as encore une flore, une faune. Ouais. Tu sais, en faisant les itinéraires, en réfléchissant aux itinéraires, en fait, tu te rends compte de ce que tu préfères. Et moi, je me rends compte que j'aime pas forcément... la haute montagne. Ouais, quand tu montes au-dessus de 3000, c'est quand même très râpé. T'as beaucoup de vent, c'est des pierriers. T'as plus beaucoup de vie. Enfin, c'est très, très rude. Alors que quand t'es autour de 2000, tu vois, entre 1008 et 2005, ces espaces d'alpage, l'étage des alpages, je trouve que c'est un étage qui est hyper intéressant parce que tu as une flore et une faune très, très riche en fait. Et là, particulièrement au mois de juillet, quand tu pars début juillet comme ça, il y a plein de prairies qui n'ont pas encore été fouinées. Et c'est un bonheur. Enfin, tu vois, moi je suis une dingue de plantouille. Avant chaque vacances, je suis là, je me rue chez Gubert ou chez t'achètes des livres de botanique? Ouais, maintenant j'en ai largement assez, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher d'aller voir s'il y a un nouveau truc qui est sorti, tu vois, et d'avoir toujours un ouvrage vraiment compétent. Et ça, et les cartes, tu vois, les cartes de rando, ça c'est les trucs. Déjà, tu commences déjà à être à moitié dans ton voyage, tu vois, t'es là à regarder. À voir toutes les cours, repérer les torrents, les machins et tout. C'est le rituel de la veille pour le lendemain, les cartes hygiène. C'est pas la veille pour le lendemain, c'est vraiment le truc dès que je sais là où je pars. Clairement, j'aime bien avoir tu vois, au moins 15 jours avant pour vraiment avoir le temps d'en profiter. T'as un massif que tu préfères ou pas alors justement? Écoute, moi j'aime vraiment les Alpes. C'est marrant parce qu'on parlait des Pyrénées la semaine dernière et j'ai rien contre les Pyrénées, mais c'est vrai que historiquement il y a quand même quelque chose de particulier dans les Alpes et même la flore n'est pas la même. Enfin, Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce que tu sens? Écoute, c'est moins rocailleux, enfin je sais pas, le relief est pas le même. Souvent les Pyrénées, t'as quand même des vallées qui sont très encaissées, enfin t'as pas les pentes des Alpes, t'as quand même cet espace des alpages qui est souvent plus doux, enfin tu vois, avec donc du coup l'espace d'alpage qui est plus développé. Que les Pyrénées, t'as quand même c'est souvent plus encaissé. Est-ce que t'as des randos, des balades alors du coup qui t'ont marqué particulièrement dans les Alpes? Quand j'étais gamine, on allait très très souvent à Bonneval-sur-Arc et de là, je me souviens en Maurienne. Ouais. Et je me souviens encore de Village de Déco, le ruisseau du Vallon, le refuge du Carreau. C'était des balades, on les faisait d'année en année. Ouais. Et puis là dernièrement, les très belles balades que j'ai fait, il y avait quand on a fait le tour des Aiguilles Rouges, là il y avait quand t'es en face de Chamonix, face pour le coup, c'est de la haute montagne. Là, on est vraiment déjà dans un paysage un peu mais radical, non? T'es pas si haut que ça, en fait. Ouais. D'accord. T'es pas si haut que ça. Et là, la semaine dernière, on a fait des super balades vers le Chardonnay, la colle du Chardonnay et tout ça. Et ça, c'est vraiment, c'est pareil, c'est hyper beau. T'as une super flore, c'est magnifique. T'as des étages, t'as des marais alpins. T'es à fond dans la cueillette pendant ces jours? Quand tu peux, oui. Après, évidemment, je le fais en respectant les limitations. Quand t'es dans les parcs, c'est protégé. Tu cueilles pas des espèces qui sont protégées. Évidemment, tu ramasses que des choses
que tu connais, qui sont identifiées, identifiables. Faut respecter les choses. Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de ramener des trésors de vacances, quoi. Alors deux, trois refuges peut-être justement à partager pour les fans de montagne. Deux qui sont vraiment faciles d'accès. Le refuge de la Pierre à Bérard, qui était le premier refuge de Argentière, c'est ça? Ouais. Qui était le premier refuge de notre tour des Aiguilles Rouges il y a 2 ans. Donc assez facile d'accès. Et je me souviens que le matin, quand tu te réveilles, il y avait plein de bouquetins qui venaient, mais qui étaient là, quoi, tu vois, devant toi, quoi. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Le dépaysement immédiat. J'avais beaucoup aimé le refuge des Fonds aussi, dans un autre registre, qui était sur ce même tour-là. Le Sixte fer à cheval. Exactement. Il y en avait un autre que j'avais bien aimé aussi, c'est le refuge de la Folie. Refuge des Folies, pardon. C'est où? C'est au-dessus de Samoins. Il y avait l'année où on l'avait fait, il y avait eu une énorme. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était un hiver où il avait énormément neigé. Oui. C'était il y a 3 ans, ça. Non, il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans comme ça, ou 2 ans, ouais. Et du bloqué. coup, on avait le lac, c'est lac bleu ou lac blanc, qui est juste à côté du refuge des Folies, qui était mais plein de neige. C'était hyper impressionnant. Et tous les personnes qui tenaient le refuge des Folies disaient que c'était rarissime de le voir comme ça. Ça donnait un paysage comment? T'avais vraiment l'impression d'être ailleurs. Enfin, tu vois, c'était extrêmement enneigé. Le lac était gelé, si tu veux. Tu voyais pas l'eau. Ok. Donc tout était encore sous neige, sous glace. Qu'est-ce qui te plaît dans ces 3? Tu nous as donné 3 refuges. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 3 refuges? C'est parce qu'on y mange bien? C'est parce qu'ils ont j'ai souvenir un site exceptionnel? Ils ont tous des sites exceptionnels. C'est clairement la plupart des refuges, ils ont quand même des points de vue incroyables. Ces 3 refuges de mémoire, on avait bien mangé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, parfois, tu manges pas extrêmement bien dans les refuges. Ça dépend comment ils sont ravitaillés. Et j'ai souvenir d'un super accueil dans les 3. D'accord. Vraiment, on avait été c'est important, j'imagine, quand tu viens de te faire 6 heures de marche. T'as quelqu'un qui t'accueille avec le sourire, tu vois, c'est un vrai bonheur. Et t'es chez eux, hein. Ils te reçoivent comme t'es chez eux. Alors, du coup, décris-moi un paysage qui t'a marqué. Un paysage de montagne, je suis curieuse. Il y a plein de paysages qui m'ont marqué. Et là, la semaine dernière, on a fait une très belle balade qui partait du Lauzet jusqu'au col du Chardonnay, jusqu'au refuge du Chardonnay, en passant par le col du Chardonnay. Alors c'est où exactement? Donc ça, tu as Serre-Chevalier, donc tu continues la vallée vers le col du Lotaret. Il y a un moment, tu as un village qui s'appelle le Lauzet, enfin un petit hameau, hein, puisque c'est je sais pas, tu vas avoir 20 maisons, même pas. Et de cet endroit-là, tu montes en fait et tu arrives à l'alpage, donc à l'Alpe du Lauzet. Ensuite, tu continues de monter, tu as le col du Chardonnay et tu redescends le Lauzet. Et de part et d'autre du col du Chardonnay, tu avais vraiment des super paysages. D'un côté du Chardonnay, tu avais un marécage magnifique, donc tu avais des jeux de lumière entre justement un petit ruisseau qui zigzaguait sur une plaine où tu avais des petites vinaigrettes, donc c'est des petites fleurs qui font des petites tiges marécageuses qui font un petit pompon, tu vois. Donc ça fait des jeux de lumière magnifiques. Et de l'autre côté, t'avais l'Alpe du Lauzet, donc avec les troupeaux de brebis, les troupeaux de vaches, la cascade, les gentianes et un petit chalet, tu vois, accroché comme ça. Tu te dis, c'est. Dans quel état d'esprit tu reviens, toi, après une semaine de montagne comme ça, vraiment? T'es cool. Enfin, tu vois, ça te vide le cerveau, ça te remet un peu. Tu me dis que t'avais besoin de solitude de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Je vieillis, peut-être aussi. Non, c'est peut-être aussi lié au métier, non, aussi? Je pense qu'il y a une grande part de ça, parce que ma vie quotidienne en temps normal, en activité, c'est quand même en brigade, d'avoir tout le temps, t'es tout le temps avec les équipes, des clients, des fournisseurs, des partenaires, enfin tu vois, on est tout le temps entouré de gens et on a du mal à trouver du temps pour soi.
Il y a ça, il y a le bruit aussi. Il y a un rapport au bruit qui est quand même compliqué, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, enfin une cuisine c'est un environnement extrêmement bruyant, t'as toujours un bruit de ventilation, les bruits du four, les bruits des couteaux, les bruits de la vaisselle qui claque, enfin tu vois, t'as plein de bruit. Rien plus des conversations de tes équipes, des clients, la musique, enfin etc. Donc dans la marche, il y a un côté introspectif obligatoire. Complètement. Tu vois, t'as pas le choix. Voilà, t'as le silence, t'entends la nature autour de toi. Donc ça peut aller des prairies où t'entends tout le crissement des animaux, à parfois des bruits de vent. Tu sais, quand t'es très en hauteur, où t'as vraiment, t'as plus ces crissements justement d'insectes, mais t'as le vent. De temps en temps des bruits d'oiseaux, mais voilà, si ça te... t'es complètement déconnecté de toute trace urbaine en fait. Ouais, ça fait du bien. C'est ça c'est le dépaysement. T'as des rituels toi en vacances, justement à la montagne? Bah ce truc un peu cette espèce de manie là d'acheter les cartes. Qui sont indispensables. Voilà, un petit peu. Les cartes, donc ça. Même s'il y a une super appli. Tu m'as parlé d'une super appli. Ouais, il y en a maintenant qui marchent très bien, mais j'aime bien quand même le rapport au papier. T'es là, où tu déplies la carte le soir, tu vois, puis tu regardes ton itinéraire, puis t'as le doigt qui glisse dessus. Ça c'est quand même super. Et puis d'acheter un livre, c'est vrai que systématiquement en fait à la gare je me dis j'achète un livre que je ne lis pas et que je ramène. C'est un peu on est cuite en rentrant de balade. Ouais, puis en fait tu l'ouvres, tu lis une page et puis en fait Comment ça se passe une soirée dans les refuges? En général, t'arrives assez tôt dans les refuges. On arrive plutôt en fin d'après-midi. Tu manges tôt. C'est souvent suivant les refuges. En général, tu passes à 7h. C'est souvent 7h, 6h30, 7h à table. Et après, 21h, souvent tout le monde est C'est ce que tu me disais aussi. T'aimais bien ce rapport au temps complètement. On se recale sur le soleil. Ouais. C'est complètement différent. C'est exactement ça, tu vis avec le soleil, tu vis aussi avec les autres, parce que finalement dans les dortoirs c'est quand même assez sonore, donc tu entends quand même s'il y a des règles intrinsèques qui font que tu fais pas de bruit. Les rencontres sont plus favorables en refuge, t'as l'impression de... Ouais, moi je trouve que les gens sont assez cool, t'hésites pas, t'as beaucoup de proximité en fait, parce que souvent tu manges à des grandes tables, puis les conversations se mélangent et t'entends les conversations de tes voisins et c'est tout à fait normal en fait d'intervenir dans la conversation de la table d'à côté et puis d'échanger et de partager ta journée quoi. Ça fait du bien de sortir de toute sophistication aussi un peu. Complètement, les codes sont complètement différents. C'est clairement quand tu marches t'as l'air de rien, tout le monde a le look tout complètement, t'as des marques de bronzage affreuses, mais bon, tout le monde s'en fout et ouais, il n'y a pas de jugement là-dessus quoi. Ton moment préféré du coup dans une journée? J'aime bien le moment quand t'arrives au refuge et que t'enlèves tes chaussures, déjà ça c'est quand même, tu te dis ça c'est quand même bon. Et après quand tu te lèves le matin et que tu commences, tu pars sur le chemin et qu'en fait il y a personne, il y a personne, le sentiment d'être il y a que les gens des refuges ça t'appartient en fait, et là t'as quelque chose d'assez extraordinaire. T'as des formations professionnelles alors pendant une semaine? Est-ce que t'as des réminiscences quand même? Je me disais quand on aime manger, forcément ça te fait plaisir quand tu manges bien, même si c'est pas forcément des choses très compliquées, mais quand tu arrives dans des refuges où tu vois qu'ils font l'effort d'avoir des légumes frais, d'avoir je sais pas, des jus de fruits bio, des jolies bières brassées locales, des choses comme ça, tu te dis c'est quand même un bonheur. Et après, rien ne t'empêche. Un stop à la fruitière du coin, obligatoire. Ouais, voilà, ça fait partie des choses quoi. Quand t'arrives, tu regardes le marché, tu regardes d'où viennent les fruits et légumes, pareil, petites liqueurs de genépi, des choses comme ça. T'as un souvenir de table qui t'a marqué dans les Alpes? Là, j'élargis un peu le débat. Je pense à des chefs maintenant qui sont de plus en plus... Ouais, t'as les Savoyards, moi je trouve qu'ils ont une cuisine très identitaire et que j'aime vraiment beaucoup.
Ils ont déjà accès à beaucoup de plantes sauvages. Ouais. de montagne. Non, mais t'as un Il y a vrai des terroir en chefs-cueilleurs. fait. Ouais, tu le sens, t'as un vrai terroir. J'aime beaucoup. J'avais été chez Jean l'année dernière, Jean-Sulpice, donc vraiment. Sur le lac d'Annecy, Ouais. donc C'est vraiment l'auberge du Perdis. superbe. Ouais. Ouais, ils utilisent beaucoup de plantes et de... Ouais. Ouais. Johan aussi, là, j'ai vu qu'il avait fait un truc complètement différent cette année, mais. Johan Contin, Ouais. c'est lui dont tu parles. Ouais. Et après, Christophe Arrivère qui fait une super cuisine Ouais. aussi, Dans le hyper Vercors. ancrée sur le territoire, avec son jardin là qu'il a. Ça s'appelle la Maison première Arrivère, année. je précise, ouais. Euh, Pied du Vercors. Ouais. Emmanuel Renaud aussi qui est c'est Ça, ce magnifique. sont des chefs très engagés, hein, Ouais. tout ça. Ouais, ils font pas les choses à moitié, tu vois. Pourquoi tu dis ils ont une cuisine très identitaire, tu veux dire qu'ils ont un terroir qui est un peu plus radical et du coup, Ouais. ils ont une cuisine... Déjà, c'est effectivement le Sans terroir compromis. est particulier, c'est-à-dire que comme tu as des conditions climatiques qui sont quand même rudes et tout ça, ça se ressent dans les fruits et légumes, les herbes, tu vois, toutes ces productions-là. Après, ils ont la chance d'avoir souvent autour d'eux des productions pas forcément énormes en termes de quantité, mais superbes et puis qui sont vraiment particulières. Notamment sur le bœuf, enfin tu vois, t'as quand même des choses super. Et puis je sais pas, ils sont. Tous les poissons de lac aussi. Ouais. Et puis les mecs, mange. ils sont attachés à leur terre. Enfin tu vois, ils sont C'est attachés vrai. à leur terroir, ils sont ancrés. Ils défendent Voilà, ils farouchement. sont fiers d'être montagnards et voilà, ils le mettent en avant. Une petite auberge, peut-être, je sais pas, une petite table qui t'a marqué dans les Alpes. Je t'avoue que j'en ai pas fait beaucoup. Non, tu mets vraiment ça de côté en fait. T'es capable pendant une semaine. En fait, c'est pas que je mets ça de côté, mais tu sais, quand on se retrouve. En fait, à chaque fois, souvent on part en train. Moi, j'ai pas de voiture. Ma mère n'a pas de voiture. C'est des choix qu'on a fait. Essentiellement, quand t'es parisien, en fait, on n'a pas besoin. Et puis, c'est pour aller à la montagne, avoir une voiture que tu gardes sur un parking et dont tu te sers pas pendant 7 jours, en fait, ça sert à rien. Donc, tu fais avec ce que tu as. Donc, on a pris l'habitude, en fait, de partir en train. Et avec les lignes de train, t'arrives à te déplacer quasiment partout en fait. Ce qui fait T'adores les trains de nuit, dis-le. Ouais. Je milite pour les trains de nuit. Oui. Lance ton appel de celui qui veut une petite collaboration. Je veux les trains de nuit pour les trains de nuit libérés. Non, mais c'est magnifique le train de nuit. Moi, je suis, tu sais, aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut réfléchir à la façon dont on consomme, la façon dont on mange et la façon dont on voyage. Et autant j'aime beaucoup voyager sur des longs courriers, typiquement tu sais sur les mois de février-mars qui je trouve sont quand même difficiles en Europe parce que t'as des journées qui sont courtes, il fait froid, machin, les fêtes sont passées, l'excitation est retombée, et j'ai une vraie curiosité et une vraie affection pour l'Asie du Sud-Est, mais en France, je comprends pas l'intérêt des vols intérieurs en fait. Typiquement sur des endroits où t'as des trains de nuit, on a la chance d'avoir un endroit où tu montes dans le train le soir, t'arrives le matin, t'as même pas besoin de te prendre de poser de questions ou quoi que ce soit, t'as pas de bouchon, t'as pas de queue dans un aéroport à faire avec des portières de sécurité, t'arrives le lendemain matin, il est 8h, t'es frais, tu prends ton café, et hop, t'as toute ta journée devant toi. Bien sûr. T'as un gain de temps, t'as une praticité, t'as une tranquillité, et en plus t'as une empreinte qui est quand même, tout est positif. Malheureusement aujourd'hui il en reste plus que 2 en France. Voilà, un qui fait Toulouse-Cerbère et l'autre qui fait Paris-Briançon. Et voilà, Paris-Briançon. Il ne manque plus qu'une cuisine de chef. Donc, et je pense que t'as plein de gens qui sont prêts à voyager justement en prenant ce temps-là, se l'accordant. L'Orient Express, c'est jamais ce qu'ils proposent. Et qui seraient complètement réceptifs à ce qu'on leur propose, un super dîner à bord, et un bon petit déjeuner, et qu'on mette en valeur ce temps, qu'on mette à profit ce temps de travail. Le valoriser, ce temps de voyage au lieu de le considérer comme une contrainte. Ouais, c'est clair. Tes 5 points cardinaux, ton vestiaire idéal. Mon vestiaire idéal pour partir en vacances, une bonne paire de chaussures, un gros pull parce que je suis super frileuse, donc vraiment confort.
Après, Et c'est tout. La mode n'est pas un sujet. À la montagne. Ah ouais, alors là, bah oui, pas question. Normal. Non, parce que j'avais pris une robe quand même, je ne sais pas pourquoi, en me disant prends une petite robe, on sait jamais. Et puis sûrement, tu vois, il est resté au fond de mon sac, on l'a pas sorti. Ton meilleur compagnon de voyage? Malgré tout, le téléphone, ça reste quand même un outil bien... L'ambivalence. Ouais. Aller chercher la montagne pour se déconnecter. Complètement. Mais c'est vrai que, tu vois, j'aime bien aussi le soir, avant de me coucher, mettre un peu de musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même... c'est tellement... au-delà du côté téléphone, réseau, t'as aussi toutes ces applis... voilà, de musique, d'infos, de podcasts, qui font aussi partie du temps. Mais d'ailleurs, tu parles d'appli, je reviens dessus. Est-ce que tu as des bonnes applis pour justement les marcheurs, les randonneurs? Alors cette année, j'avais chargé All Trails, qui permet de tracer ton itinéraire et qui te suggère des itinéraires d'ailleurs, avec des photos et tout, donc c'est pas mal. Il y a Peakvisor que j'aime bien, qui te permet d'identifier tous les sommets que tu as autour de toi en réalité virtuelle, donc ça c'est génial. Ouais, c'est comme Star Walk, hein, c'est ça? Et c'est l'appli qui est à côté sur mon téléphone. Voilà, qui est à côté. Voilà, donc tu vois, ça va ensemble. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa. Bon, moi j'aime bien quand même les cartes papier, mais c'est vrai que quand t'as les deux, c'est top quoi. D'accord. Ça te donne des stats sur ta marche, combien t'as fait de dénivelé, etc. Donc, puis tu marches en moyenne combien de temps par jour? Toi, maintenant, t'es devenue une bonne marcheuse, j'imagine. Moi, j'ai toujours été... Ouais, on a toujours été costaud. Là, on n'a pas fait des grosses randos, parce que sachant qu'à chaque fois, il y avait des enfants, donc on a dû faire des 25-30, tu vois. D'accord. Ton meilleur compagnon de voyage, donc, c'est ton iPhone, pour ne pas le citer, les livres et la bande-son que tu vas glisser dans ta valise. Bande son, c'est très aléatoire parce que je suis une grosse consommatrice de musique, mais de plein de bords différents. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime plein de trucs, vraiment. C'est un peu de chansons françaises, de la musique des années 70, parfois du classique, parfois des bons vieux Simon Garfunkel. Enfin, vraiment, c'est très éclitique. D'accord. Et en termes de bibliothèque, ta petite bibliothèque perso? Bibliothèque, là j'avais pris Rollinger, donc celui qui est, il me semble que c'est pour une alimentation durable ou un truc comme ça, le titre. Et puis j'avais pris un Kessel dont j'ai oublié le nom. Parce que j'aime tellement cette écriture que je pourrais lire en boucle. Qu'est-ce qu'elle a cette écriture? C'est comme la marche, je sais pas, il y a un truc qui est hyper méditatif, c'est en même temps très poétique, en même temps prenant, enfin je sais pas, c'est une écriture qui me parle. Un spot qu'il te reste à découvrir en France, donc en montagne peut-être? Il y en a plein, hein, c'est ça qui est chouette. Est-ce que t'as quelque chose il y a des chemins que j'aimerais faire. Je me dis qu'il faudrait que je le fasse. J'aimerais bien faire la traversée des Alpes ou la traversée de la Corse. Le GR5, la descente des Alpes, là. Ouais. Qui va jusqu'à Menton. Il me semble, ouais. Tu vas Clément jusqu'à Menton, ouais. Puis après, il y a toutes les Alpes suisses que je connais pas du tout. Et la Corse, GR20, tu l'as jamais fait? Non. D'accord. Tes vacances ont-elles une odeur particulière? Voilà, pour le coup, je trouve que vraiment les Alpes ont une odeur particulière. Et je suis pas la seule à le penser parce qu'on s'était fait la réflexion avec ma sœur, justement, la semaine dernière. Et c'est marrant parce que du coup, on a passé une semaine à essayer d'identifier en fait cette odeur. Et c'est une odeur que je connais depuis ma plus tendre enfance, parce que c'était l'odeur qu'il y avait dans le jardin du chalet de mon arrière-grand-mère, vers Samoins, que j'identifiais à l'époque comme de l'angélique, sauf que en fait en ayant remis le nez dans l'angélique récemment, je me suis dit que c'était pas du tout ça. Et en fait je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est un mélange de toutes ces herbes justement qui font l'étage de ces alpages, où il y a de la berce, il y a du cerfeuil sauvage, il y a du serpolet, il y a de l'absinthe, il y a de la gentiane, et toutes ces herbes en fait que tu foules et que les troupeaux foulent aussi font une odeur très particulière, très typique des Alpes. T'as une cuisine très axée sur le végétal, pour ceux qui connaissent un petit peu. Tu penses que ça vient de là, justement, parce que tu me parles, ça revient souvent dans ton discours, les herbes, justement, les fleurs. Ça vient. Je pense que j'ai toujours été sensible à ça.
je pense que clairement j'ai une sensibilité là-dessus dès le départ. Et après, c'est vrai que, enfin moi, tu vois, quand j'étais gamine, quand on allait sur les chemins justement avec ma mère, elle m'apprenait à reconnaître, tu vois, l'arnica. On cueillait l'arnica ensemble pour la mettre à macérer. Elle m'avait appris à reconnaître l'astrance, le millepertuis, la gentiane, la berce, etc., etc. Donc tu vois, ça a toujours fait partie de moi. Et c'est vrai que quand j'ai fait pharma, c'était un des trucs qui m'intéressait, c'était justement ce côté botanique. Oui, t'as fait des études de pharma avant d'être chef. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que je suis toujours très sensible à ça. Et c'est vrai que c'est un peu mon. Puis je trouve ça magique, tu vois, même quand sans vraiment s'intéresser que à l'aspect comestible des choses, mais quand tu regardes la botanique de façon générale, c'est fascinant. Enfin, tu vois, quand tu regardes la façon dont certaines fleurs sont capables de s'auto-féconder pour assurer leur survie dans un milieu dépourvu d'insectes, par exemple, des choses comme ça, Il y a qu'en montagne, tu me disais que tu retrouves cette richesse de la biodiversité encore très présente. Ouais. Mais là, ça m'a frappé cette année, en fait. Ouais. Il y avait des prairies quand on marchait là, justement dans les écrins, donc dans le parc national des écrins, où c'est extrêmement protégé, et t'avais des moments où t'avais un brouhaha, enfin vraiment un espèce de bourdonnement général autour de toi, tellement il y avait d'insectes, de criquets, de sauterelles, de chenilles, de machins, dans tous les sens, quoi. Et là tu te dis, ouais, c'est ça en fait la biodiversité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tellement l'habitude d'être, tu vois, quand t'es à Paris, ok, t'as du vert, mais bon, quand tu vas au parc Monceau, t'as une pelouse qui est comme ça, il y a pas une bestiole dedans, quand il y a une coccinelle, déjà t'es content, t'as l'impression que c'est la fête, quoi. Donc, même à la campagne, t'as plus les bruits que t'avais avant. Et même les papillons, tu vois, là-bas t'as des papillons, tu vois, en campagne, quand tu dis maintenant des papillons, t'en as beaucoup, beaucoup moins. Et là, je t'assure qu'il y a eu des moments où ça m'a marqué, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que. Tu te rends compte de ce qu'on a fait. C'est fou, quoi. Ouais, c'est complètement fou. Merci Amandine pour le partage. On retrouve toutes tes adresses sur le guide en ligne sur bonnegueule.fr. Si vous avez aimé l'épisode, merci de nous récompenser de quelques étoiles. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonnes vacances Amandine. Salut. Madame, monsieur, c'est l'été. Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.